Mesdames et messieurs, les langues de travail de cette conversation sont le français et l'anglais avec interprétation simultanée. Des indications pour écouter l'interprétation apparaissent dans la fenêtre de conversation ou chat. Si vous êtes bilingue, vous n'avez aucun paramètre à changer. Mais si vous voulez suivre cette conférence intégralement en français, vous cliquez sur le globe dans le bandeau de commande, puis vous sélectionnez le français. Et si vous entendez trop fort la langue originale en arrière-plan, cliquez à nouveau sur le globe et sélectionnez « Couper la version originale ». Merci, bonne conférence à toutes et à tous. We wish everyone a fruitful discussion. Votre Excellence, Madame la Gouverneure générale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les intervenants et intervenantes du Canada et de la France, Monsieur le modérateur, chers collègues, chers amis, je voudrais tout d'abord reconnaître que le siège de notre ministère se situe à Ottawa, où beaucoup de participants se joignent à nous, sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je suis Amy Baker, chargée d'affaires et chef de mission de l'ambassade du Canada en France. Je souhaite la bienvenue à toutes et tous à notre webinaire « Réconcilier les mémoires pour apaiser le présent ». L'histoire de chaque pays est unique et c'est d'elle qui procède notre culture, nos institutions et nos équilibres particuliers. Mais faire face à son histoire est un défi éminemment contemporain. Nos deux pays, le Canada et la France, ont ceci en commun, qu'ils ont choisi de relever ce défi pour apaiser le présent et préparer un meilleur avenir. Au Canada, la réconciliation porte sur l'histoire et les relations d'aujourd'hui entre les peuples autochtones et les Canadiens. Cet enjeu est une grande priorité de notre pays, notamment depuis la création de la Commission de vérité et réconciliation en 2008. La découverte en mai dernier des tombes anonymes de pensionnats de Kamloops en Colombie-Britannique a créé une onde de choc à travers notre pays et réveillé les consciences. Le gouvernement du Canada reconnaît que cette découverte et de nouvelles récemment encore ne font qu'aggraver la douleur que les familles, les survivants et tous les peuples et communautés autochtones ressentent déjà et qu'elles réaffirment une vérité qu'ils savent depuis longtemps. Ces découvertes rappellent de manière tragique le racisme, la discrimination et l'injustice systémique à laquelle les peuples autochtones ont été et sont toujours confrontés au Canada. Nous devons bâtir ensemble un avenir meilleur. Le sujet qui nous réunit n'est pas seulement d'actualité au Canada, il l'est en France aussi, avec une autre histoire et en d'autres termes mémoriels et sociétaux. Nous allons entendre sur ceci d'excellents intervenants français, parmi eux M. Benjamin Stora, qui a remis au président Macron le 20 janvier 2021 ses conclusions et recommandations sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, nous ouvrons à la toute première conversation Canada-France sur ce sujet. Il s'agit là d'une initiative sans précédent, menée en collaboration avec le Bureau des Affaires mémorielles de la Présidence de la République. Chacun de nos pays, compte tenu de son histoire et de sa culture politique, produit ses propres réponses. Pour autant, pour relever nos défis respectifs, les mêmes questions se posent. Comment apaiser la douleur d'une partie de la population? Comment reconstruire et ouvrir la voie de l'apaisement? Comment penser un effort de réconciliation nationale et surtout, comment inclure les parties prenantes et avec quels effets? With all of the stakeholders and to what effect? Et représentants de la jeunesse, parmi lesquels nous avons des représentants autochtones du Canada et que je tiens à remercier chaleureusement de leur participation, partageront dans quelques minutes leur perspective sur comment aborder les épisodes sombres de notre histoire dont les répercussions sont tangibles dans nos sociétés contemporaines. Mais au préalable, nous sommes immensément fiers et honorés de recevoir virtuellement Son Excellence la très honorable Mary Simon, Gouverneur général du Canada, qui a accepté
de se joindre à nous pour offrir cette conversation. Madame Simon est Inuit, originaire de Nunavik, et elle est la première autochtone à occuper la plus haute fonction de nos institutions canadiennes. And this is just the latest in a series of firsts for Madame Simon. She has long been recognized nationally and internationally for her work on Arctic and Indigenous issues, holding a series of executive positions with the Northern Quebec Inuit Association and the Inuit Tapiraat Kanatami, of which she would later become president, serving 2 terms. She was president of the Inuit Circumpolar Conference and commissioner of the Nunavut Implementation Committee and policy co-director of the Royal Commission on Aboriginal Peoples. Honestly, there are so many accomplishments and honors that I would use far too much time to list them all. But as a diplomat, I cannot resist noting that Madame Simon was Canada's first ambassador for circumpolar affairs from 1994 to 2004, and the first Inuk to hold an ambassadorial position. During this time, she negotiated the creation of the Arctic Council while concurrently serving as Canadian ambassador to Denmark. What is clear from this very abbreviated look at her biography is that Mary Simon has spent her life advocating for Inuit rights, youth, education, and culture, and that these issues remain close to her heart. And it is clear that her beliefs and her actions to advance equality, diversity, respect, and dignity have made and continue to make Canada better. Her nomination as the 30th Governor General of Canada was, in her own words, a historic and inspirational moment for Canada and an important step forward on the long path towards reconciliation. It is an immense honor and a true pleasure for me to invite Her Excellency, the Right Honorable Mary Simon, Governor General of Canada, to offer opening remarks. Excellency, the floor is yours. On n'entend pas. On n'entend pas. On Oh, va I'm attendre une sorry, I minute, didn't peut-être on realize a une my- difficulté technique. Oh, Okay. Okay. I'm sorry about that. I didn't realize my microphone was off. So good morning and good afternoon. Unusakut, bonjour. Je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui afin de discuter d'une. I'm hearing the interpretation. Madam Governor General, if you wouldn't mind removing your headset while you're speaking, that way you won't be bothered by the interpretation while you're speaking French. Thank you. Okay, I'm sorry. The technical, a little bit of technical confusion here. I'm sorry. So I'm going to start over, and this time I'm hoping to keep going, but I do apologize. So again, hello and bonjour and unusakut. Je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui afin de discuter d'un sujet très important pour moi et notre pays. I am pleased to join you and to see these types of conversations happening between nations. This is how we make progress happen. Today, I am speaking to you from Rideau Hall in Ottawa, which sits on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people, as was said before me. This land acknowledgement is not a symbolic declaration. It is Canada's true history, and learning that truth is part of the reconciliation process. La réconciliation emprunte deux multiples facettes. Elle n'est pas une démarche
ou un projet isolé. Elle n'est pas seulement une question autochtone. La réconciliation concerne tout le Canada. Reconciliation is a Canadian issue that requires a lifelong commitment to understand and listen to each other. It requires us to be respectful of all cultures and beliefs, and it has no end date. It has also received renewed focus in the last year with the discovery of the unmarked graves of residential school children across Canada, mostly recently in British Columbia. Here is proof undeniable of the consequences of past policies and actions that have devastated Indigenous peoples. Nous ne pouvons pas ignorer ces découvertes. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les impacts permanents de ces blessures profondes. How then do we move forward? Growing up in an Inuit community in northern Quebec, my grandmother would always use a word in Inuktitut, and the word is ayuinata. There is no direct translation in English, but it does encompass so many aspects of what I'm going to say. It's a promise to never give up. It's committing ourselves to action, no matter how daunting the cause may be. The spirit of Ayuinata pulls us forward to work together to find solutions. And it's that same spirit that drives the reconciliation process. So many are already taking action, such as yourselves, addressing issues of accessibility, education, climate change in the Arctic, basic resources, and even language. Language in particular is at the heart of our cultural identity. It shapes who we are, our perspectives, our spirituality, and our relationship with the land. Je comprends très bien l'importance de la langue et le désir de protéger notre culture. Let me repeat what I just said in Inuktitut. Uhausivut, ilokositinut, ilingarlagatok, tungavirlagatok. I grew up speaking Inuktitut, but when I went to school, my friends and I were discouraged from using our language and punished when we did. It made us feel as if Inuktitut was wrong, as if we as a people were wrong. That is why it is so important for me to champion Indigenous languages and also our own stories, so we have the agency to share our truth with you. As Governor General, I hope to provide a safe space for Indigenous peoples to reclaim their own stories, which reflect our diverse society. Stories are healing, and they compel us to action. We have much to learn from each other's journeys. There are no limits or borders to sharing stories. In October, I attended the Frankfurt Book Fair in Germany, where Canada was the guest of honor. I saw focus placed on promoting Indigenous authors and storytellers. It warmed my heart to know that we were telling our stories to an international audience. Today, it's a pleasure to share our story with you in France, even if only virtually. Tout au long de ma carrière, c'était important pour moi. Throughout my career, it was important to share the realities of the Métis communities, Inuit and First Nation communities. Although we have made progress, there is still so much more to do
to improve the mental and physical well-being of Indigenous peoples. As you begin your discussions today, think about what you can do, even if it's simply to share what you have learned from colleagues, friends, and family. Let us work together to confront the past, understand our stories, and build a better future for Canada, France, and all the peoples of our countries. Thank you. Merci. Miigwech and Nakokmik. Excellency, thank you so much for what I was just going to call a trilingual presentation, but actually I think it's quadrilingual if that's how you say it. Really inspiring remarks and some food for thought, and an excellent way to set the stage for the discussion yet to come, which I know you are going to try to stay for, even if you do have to turn off your camera. So thank you so much for your participation, Excellency. It's really appreciated. Maintenant, il me fait grand plaisir de donner la parole à Monsieur Alain Gagnon. And now it is a great pleasure for me to give the floor to Mr. Alain Gagnon, who is the elected chairman of d'animer et de modérer cette conversation Canada-France. Donc, merci, cher Alain, et à vous la parole. Bonjour, Kwe. Bienvenue à cet événement transatlantique, Réconcilier les mémoires pour apaiser le présent, une conversation Canada-France. Merci, Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada, pour ces mots d'introduction. Merci à Madame la gouverneure générale pour vos paroles inspirantes et éclairantes. Chers invités, c'est un honneur pour moi d'agir à titre de modérateur pour cet événement. Je préside cette rencontre depuis Montréal, ville française qui a été fondée en 1642 au cœur des territoires des nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Et comme nous le rappelle la Commission de vérité et réconciliation, nous avons toutes et tous un devoir de mémoire et de réconciliation. Relever les défis du temps présent, c'est d'abord prendre la mesure de notre passé en vue de créer les conditions pour un avenir commun qu'on souhaite réussi. Cet avenir doit pouvoir s'abreuver ce que moi j'appelle 3 grands principes du constitutionnalisme ancien: le respect, la réciprocité et la continuité historique. Il était essentiel que le Canada et la France prennent pleinement la mesure de leur passé colonial et se mettent en écoute afin de faciliter le rapprochement des groupes en position privilégiée avec les communautés qui en ont fait les frais. Aujourd'hui, le Canada et la France ont choisi d'emprunter la voie de la réconciliation pour sortir de l'impasse coloniale. Il s'agit d'un chemin difficile, pénible à parcourir, mais ô combien nécessaire pour que la dignité de la condition humaine puisse pleinement prendre la place qui lui revient. Pour ce faire, la France a posé des gestes importants et parmi ceux-ci, il y a celui qui a consisté à commander un important rapport sur la mémoire de la colonisation et la guerre en Algérie. Il s'agit du rapport Stora et dont l'auteur, Benjamin Stora, s'adressera à vous dans quelques instants. Dans ce rapport d'une grande lucidité, des dizaines de personnes ont été consultées pour expliquer leur douleur et surtout dénoncer le trop long silence de l'État français. Ce rapport convie les autorités françaises et algériennes à se faire confiance en autorisant par exemple l'ouverture des archives historiques concernant un passé douloureux. C'est une invitation à se faire confiance. Le Canada, de son côté, a aussi pris d'importantes initiatives pour redresser les nombreux torts causés aux premiers peuples. La commission Erasmus-Dussault sur les peuples autochtones a constitué un pas important dans cet éveil et plus récemment, la commission Vérité et Réconciliation a fait le point sur les torts causés plus spécifiquement par les pensionnats. Le travail de ces 2 commissions a contribué à alerter la population canadienne aux négligences, aux abus, à la discrimination systémique dont les premières peuples sont les premières victimes. Les prochaines années doivent donner la parole à un plus grand nombre de personnes pour que le processus de guérison puisse être favorisé, mais surtout pour faire en sorte que les faits
soient documentés et connus pour ce qu'ils sont, afin de pouvoir se mettre en mode réparation pour les torts causés. Parmi les principaux objectifs à atteindre, 2 m'apparaissent comme étant plus urgents. Et on verra comment les panélistes vont réagir à ces 2 objectifs. D'abord, l'obligation de se mettre en mode écoute. Cela doit passer par la connaissance de l'histoire. Cet exercice de connaissance doit déboucher sur des efforts de reconnaissance et, mentionnons-le, d'habilitation, empowerment. Puis, il y a l'exigence de la franchise, de la bonne foi, afin d'éviter le piège de l'isolement des personnes, du confinement de la pensée et surtout de la radicalisation des acteurs. Diverses mesures sont encouragées. La nécessité d'un imposant travail historique, cela passe par la connaissance des faits, par l'adoption de politiques réparatrices, on parlera de justice transitionnelle, par la réconciliation et surtout par l'habilitation des communautés éprouvées. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par des personnalités bien connues, des leaders au sein de leur communauté. Ces personnes ont en commun de vouloir faciliter le rapprochement des communautés trop longtemps isolées les unes des autres. Du côté français, nous accueillons 3 intervenants. M. Benjamin Stora, Mme Laetitia Bucaille et M. Nabil Jarfi. Du côté canadien, nous entendrons 4 intervenants que je vous présenterai plus longuement dans quelques instants. Mme Renée Dupuis, M. Raymond Frogner, Alexandre Bacon et Jenna Robart. Quelques mots pour nos 2 premiers panélistes, Renée Dupuis et Benjamin Stora. Tout d'abord, la sénatrice Renée Dupuis. Elle est spécialisée dans les domaines des droits de la personne, du droit relatif aux Autochtones et du droit administratif. Elle est témoin honoraire de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada et elle compte plusieurs livres sur les peuples autochtones au Canada à son crédit. Puis, M. Benjamin Stora, rédacteur du rapport « Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie », rapport qui a été remis au président de la République en janvier 2021 et qui a conduit M. Stora à rédiger dans la même foulée un livre remarquable que j'ai eu le plaisir de lire, que je vous recommande à tous, « France-Algérie, les passions douloureuses ». Mes principales questions pour nos 2 premiers intervenants sont les suivantes. Quelles sont les meilleures voies à emprunter pour favoriser la réconciliation? Quelles mesures adopter en priorité? Comment doit-on s'y prendre pour réussir la promesse de la réconciliation des personnes et des communautés sans cacher les tragédies passées? Nous disposons de 10 minutes environ pour cette première portion de nos échanges. Madame Dupuis, vous avez la parole. Le micro. Je recommence. Mon micro est désormais ouvert. Merci, M. Gagnon. Je voudrais souligner la présence de son Excellence, la très honorable Mary Simon. Et je considère que sa présence parmi nous aujourd'hui confirme la nécessité de transformer des engagements personnels envers la vérité et la réconciliation en un engagement institutionnel. Et à ce titre, je la remercie d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie aussi les gens d'Ambassade du Canada à Paris de cette invitation à réfléchir à voix haute sur le thème de la conversation Canada-France qui nous réunit virtuellement aujourd'hui, un thème qui peut être nommé différemment dans différents contextes politiques. La vérité et la réconciliation, l'apaisement des consciences et d'autres. Quoique le contexte historique de la France et celui du Canada soient loin d'être identiques, nous pouvons apprendre de nos expériences respectives. Le terme réconciliation renvoie à la reprise de relations normales après un différend, de remettre en accord, de remettre en harmonie. Le terme apaisement, lui, renvoie au retour à la paix, au calme. Peu importe le terme qu'on choisit, les 2 termes évoquent explicitement une idée de rapprochement. Both terms explicitly evoke the idea of coming together again after a period of conflict. Over the past 20 years, I've been in cadre des expériences qu'on dit de justice transitionnelle qui sont menées dans plusieurs pays et qui sont rapportées dans un document publié par l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres. D'abord, j'ai été nommée par le cabinet fédéral canadien
au titre de membre à partir de 2001 et au titre de présidente entre 2003 et 2009 d'une commission d'enquête et de médiation, la Commission des revendications particulières des Indiens, dont j'ai déjà eu l'occasion d'exposer le mandat et les travaux en 2014. Par la suite, j'ai répondu à l'invitation de la Commission Vérité et Réconciliation d'exercer la fonction de témoin honoraire dans le cadre de ces travaux. Dans les deux cas, j'ai fait l'expérience singulière d'entendre les récits traumatiques d'hommes et de femmes que j'avais par ailleurs côtoyés professionnellement pendant des années et aussi de mesurer l'ampleur de la dévastation que ces personnes ont connue et l'énergie de survie et de résilience qui est la leur. Ces deux commissions, créées par le gouvernement fédéral canadien, peuvent être qualifiées de mécanismes nationaux de justice transitionnelle, même si elles n'ont pas été formellement présentées ainsi. Ces mécanismes découlent la plupart du temps de contextes politiques et juridiques particuliers, que ce soit des guerres civiles ou coloniales, des politiques discriminatoires ou des litiges judiciaires. Mais dans tous les cas, ils impliquent des violations grossières des droits humains et dépassent de loin les limites des procédures judiciaires usuelles, que ce soit en matière de prescription, de recours ou de moyens de preuve. Des demandes de justice, de reconnaissance, de réparation sont à l'origine de ces mécanismes alternatifs qui visent à faire émerger la vérité des victimes, le respect de leur mémoire, lesquels peuvent éventuellement contribuer à renforcer la démocratie et la confiance des citoyens envers l'État. Je vais m'attarder à partir de notre expérience canadienne sur 5 éléments que je juge fondamentaux dans l'établissement de tels mécanismes et qui, à mon avis, vont déterminer directement la réaction qui leur sera réservée dans tous les milieux. Premier élément, l'élément déclencheur. Au Canada, la Commission des revendications particulières des Indiens que j'ai présidée a été créée dans la foulée d'une importante crise politique, connue ici sous le nom de la crise d'Oka, que j'appelle, moi, la crise d'Oka-Kanesatake, durant l'été 1990 au Québec. La Commission de Vérité et Réconciliation, elle, est une des composantes d'un règlement hors cours qui a mis un terme à un litige judiciaire entrepris devant un tribunal de droit commun par d'anciens élèves de diverses Premières Nations, des pensionnats autochtones, contre l'État canadien, donc l'État fédéral et des communautés religieuses. Ces établissements ont été mis en place par le gouvernement fédéral dans le cadre de sa compétence constitutionnelle sur, je cite la Constitution, les Indiens et les terres réservées aux Indiens, lesquels pensionnats étaient opérés par des communautés religieuses en majorité catholiques. Des excuses officielles par le premier ministre du Canada ont été présentées au Parlement en présence de représentants des peuples autochtones en 2008. Par contre, les Autochtones attendent toujours que le pape répondent favorablement à leur demande qu'ils viennent s'excuser officiellement devant les Autochtones au Canada de la conduite de l'Église catholique dans ces institutions. Des indemnités pécuniaires font également partie de ce règlement, encore qu'un contentieux persiste toujours avec les autorités de l'Église catholique qui n'a pas versé la totalité de l'indemnité qu'elle s'était engagée à payer après avoir obtenu de la Cour une diminution de sa contribution. La Commission de Vérité et Réconciliation du Canada a ceci de particulier qu'elle a porté sur la politique dite d'éducation visant les enfants autochtones pendant plus d'un siècle, de 1876 à 1996. C'est la seule commission de ce type qui a traité de discrimination, de sévices physiques, culturels et sexuels à l'endroit d'enfants. Deuxième élément que je retiendrai, la structure juridique. Le Canada a opté pour la commission d'enquête dont les pouvoirs sont définis dans une loi générale régissant ce type de structure quand il a créé la Commission des revendications particulières des Indiens. La commission d'enquête possède des pouvoirs étendus quant à la procédure, les moyens de preuve qui dépassent les règles usuelles des procédures judiciaires. C'est le mécanisme choisi par un gouvernement qui a acquis la conviction qu'un problème politique important et controversé qui apparaît insoluble mérite une attention particulière et en même temps lui donne du temps pour réfléchir aux solutions qu'il est prêt à envisager après avoir entendu un nombre imposant d'acteurs sociaux. Cette structure juridique offre plus de souplesse aux commissaires qui mènent les travaux et aux diverses parties en présence. Dans le cas de la Commission des revendications particulières des Indiens, par exemple, l'acceptation de la preuve orale de l'histoire des communautés des Premières Nations sur leur propre
revendications territoriales et la tenue d'audiences publiques dans les communautés en présence de la population ont favorisé leur adhésion à la procédure. La Commission de la vérité et réconciliation n'a pas reçu le statut de commission d'enquête. Son mandat a plutôt été défini lors des négociations du règlement hors cours du litige judiciaire. Il consistait notamment à recueillir des témoignages, reconnaître les expériences et les séquelles et les effets des pensionnats, constituer un dossier historique le plus complet possible, promouvoir des activités de réconciliation et de commémoration, créer un centre de recherche et d'archives et également sensibiliser le public canadien. Troisième élément, la composition. La composition de la commission est une question hautement stratégique. Des équilibres de genre, de formations académiques, d'allégeances politiques, de langue, de régions géographiques, de représentation des victimes et tout autre facteur lié aux circonstances particulières examinées en font un exercice complexe. Dans sa première version, la Commission Vérité et Réconciliation a été formée en 2008 de 3 commissaires, soit le président, un juge de l'Ontario, membre d'une Première Nation, et de 2 commissaires, une femme membre d'une Première Nation du Québec et une juriste non autochtone de la Colombie-Britannique. Les Inuits ont déploré dès le départ ne pas être représentés. Dans cette première version, le centre du Canada, l'Ontario et le Québec, est surreprésenté. Après des débuts difficiles dont une partie a été rendue publique et la démission du président environ 1 an après le début des travaux, le gouvernement fédéral a choisi de remplacer les 2 femmes commissaires et de nommer de nouveaux membres. Dans sa deuxième version, le choix s'est fixé en 2009 sur un juge membre d'une Première Nation du Manitoba, un juriste membre d'une Première Nation de l'Alberta et une femme non autochtone des territoires du Nord-Ouest. Territoires du Nord-Ouest qui sont un des 3 territoires fédéraux. Dans cette nouvelle composition, les hommes sont désormais en majorité, les Inuits ne sont toujours pas représentés, ce qu'ils ont de nouveau déploré, et l'ouest du pays est surreprésenté. Comme dans sa version antérieure, les Autochtones y sont en majorité. La question des langues, au Canada du moins, est un des éléments stratégiques épineux. Les langues officielles de l'État fédéral sont l'anglais et le français. Les langues autochtones en usage au Canada sont multiples. Une large majorité des Premières Nations ont l'anglais comme langue seconde, alors qu'une petite minorité d'entre elles, situées au Québec, ont le français comme langue seconde. Ce seul élément donne une idée de la complexité des arbitrages requis. Quatrième élément, des témoins honoraires. La Commission de vérité et réconciliation a choisi de créer un groupe de témoins honoraires à différentes périodes de ses travaux. J'ai accepté de me joindre à ce groupe à l'invitation de la Commission en 2014, avant la tenue d'une série d'audiences publiques dans la ville de Montréal au Québec. Je l'ai fait à titre personnel, mais également à titre officiel de vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Selon moi, cet engagement comporte 2 volets principaux. Le premier, écouter et entendre la vérité des survivants de ces écoles devenus des aînés dans leur communauté ou des porte-paroles d'anciens élèves décédés, et également la vérité de leurs descendants qui vivent des traumatismes intergénérationnels. Et deuxièmement, poursuivre la diffusion de la vérité dans les médias et les institutions d'enseignement notamment, et participer activement à la réconciliation avec ces survivants et leurs descendants après la fin des travaux de la Commission. Dernier élément, des legs. Le travail de la Commission Vérité et Réconciliation, notamment à travers les audiences publiques qu'elle a tenues dans divers milieux partout au Canada, a contribué d'abord à diminuer l'ignorance générale de l'existence des pensionnats autochtones et de recentrer l'opinion publique sur ces véritables enjeux, et ensuite à modifier une perception répandue selon laquelle cette question relève du gouvernement fédéral, qui est considéré loin des citoyens, lesquels préféraient jusque-là se réfugier dans une indifférence ou une résistance silencieuse et aveugle. Des expositions dans le centre-ville de grandes villes comme Montréal, de photos anciennes de visages d'enfants autochtones ayant fréquenté ces pensionnats, ont forcé les passants à prendre conscience du fait que c'était des enfants. Un rapport de la Commission dont le titre est clair, je cite, « Ils étaient venus pour les enfants », décrit comment les forces policières venaient chaque automne dans les communautés arracher les enfants des mains de leurs parents pour les emmener dans ces pensionnats.
Un autre legs de la Commission est la création du Centre national de la vérité et de la réconciliation, chargé de recueillir la somme magistrale de documentation, de témoignages dans un environnement universitaire qui en facilite l'archivage pour faciliter la recherche qui doit continuer de telle sorte que le regard collectif sur ces situations dramatiques soit actualisé. Enfin, les 94 recommandations que la Commission a énoncées sous la forme d'appel à l'action dressent un plan d'action à long terme pour toutes les instances et acteurs politiques, sociaux et économiques. Le gouvernement fédéral a répondu en 2015 qu'il acceptait les recommandations qui s'adressent à lui. Le travail de mise en œuvre est amorcé et la recherche de la vérité se poursuit, entre autres par les fouilles archéologiques qui ont commencé en 2021 sur les terrains des cimetières entourant certains pensionnats, à partir de tombes anonymes non identifiées qui pourraient recouvrir les restes d'enfants portés disparus et décédés dans ces pensionnats. Il est remarquable que les nombreux reportages des médias sur ces tombes anonymes aient frappé l'imagination des citoyens de tous âges qui n'ont pu rester plus longtemps indifférents. Après tout, nous les adultes, nous avons tous été des enfants et les jeunes enfants le sont toujours. Nous pouvons tous donc nous identifier aux enfants qui ont subi ces sévices. Je conclus en insistant sur la nécessité de déplier le récit historique officiel pour faire émerger les voix qui ont été étouffées, annulées, celles qui n'ont pas été retenues à ce jour, pour que la complexité des mémoires respectives, souvent divergentes sinon contradictoires, puisse enfin être entendue. C'est un préalable au rapprochement que sous-tendent la réconciliation et l'apaisement des consciences. Merci. Merci beaucoup, Maître Dupuis. Je vous ai naturellement autorisé à poursuivre parce qu'on s'était donné 5 minutes chacun. Puis on est allé beaucoup au-delà, mais c'était essentiel de dire les choses. Vous les avez bien exprimées, haut et fort. Et merci pour ce premier témoignage. Benjamin Stora, s'il vous plaît. Oui, Madame la gouverneure générale, chers collègues, chers amis, j'avais averti les organisateurs de cette rencontre que je devais partir à 19h, heure française, c'est-à-dire dans 20 minutes très exactement. Donc je vais intervenir de manière très brève, très brève. Comme l'a indiqué M. Gagnon dans son introduction, mon rapport a été publié sous la forme d'un ouvrage qu'il est possible de consulter et de lire, et l'ensemble de mes préconisations aussi ont fait l'objet d'un certain nombre de communiqués. Donc je dirais en 2 mots, simplement, que lorsque le président de la République m'a demandé de faire ce rapport, j'ai beaucoup hésité. Lorsqu'on sait qu'il y a, disons, depuis 60 ans, et depuis l'indépendance de l'Algérie, pratiquement aucun geste mémoriel n'avait été accompli en France. Donc il s'agissait de commencer ce travail. Il s'agissait de mettre en chantier un certain nombre d'initiatives. Et donc je me suis attelé à ce travail, encore une fois, après avoir beaucoup hésité, car je sais que les passions entre la France et l'Algérie, notamment, sont très vives. Et les groupes porteurs de cette mémoire, comme je l'ai déjà écrit dans un certain nombre d'ouvrages, dont celui qui s'appelle « La gangrène et l'oubli », que j'ai publié en 1991, il y a 30 ans maintenant, 31 ans exactement. Donc vous voyez que mon chemin est très long dans l'écriture des histoires sur la mémoire, le silence, l'oubli, la connaissance, la reconnaissance, enfin bref, toutes ces questions extrêmement intéressantes et importantes. Mais là, pour moi, il s'agissait tout simplement de faire un état des lieux, un inventaire, et de ce qu'on pouvait faire l'an dernier. C'était il y a 1 an. J'avais par conséquent préconisé une large ouverture des archives concernant la période de la colonisation de la guerre d'Algérie, la période coloniale en particulier, qui a été très longue. La conquête coloniale a duré de très nombreuses années, elle a été meurtrière en Algérie. J'ai préconisé, bien sûr, le fait de travailler sur un guide des disparus de la guerre d'Algérie, car il y a des milliers de personnes qui ont disparu, dont on ignore encore les noms et les endroits où ils ont pu disparaître. J'ai préconisé également la reconnaissance d'un certain nombre de massacres, de tragédies bien connues des Français et des Algériens, comme par exemple le 17 octobre 1961 à Paris, le massacre de travailleurs algériens à Paris. C'est une préconisation qui était la mienne. J'ai préconisé également la reconnaissance par la France de l'assassinat et l'enlèvement de dirigeants nationalistes algériens, dont l'un est très célèbre en Algérie, qui s'appelle Ali Boumendjel. Ce sont des préconisations que j'ai faites l'an dernier. J'ai choisi volontairement le chemin des travaux pratiques plutôt que le chemin, disons, des discours.
et des recueils de témoignages. En France, il y a près de 5 à 6 000 livres de témoignages qui ont été publiés déjà. Beaucoup de gens ont déjà témoigné. Il y a encore un documentaire de témoignages qui va être publié par la télévision française. Là, cette fois-ci, il s'agissait pour moi d'accomplir des gestes de travaux pratiques. Donc, en un an, voici ce qui a été fait. L'État français a reconnu l'assassinat et le meurtre de Ali Boumendjel. La France a reconnu officiellement la tragédie du massacre du 17 octobre 1961. Également la reconnaissance du massacre de civils européens le 26 mars 1962 à Alger. Le fait d'avoir demandé pardon aux harkis, ça a été le geste qu'a fait le président de la République française, les harkis étant des forces supplétives musulmanes qui avaient combattu aux côtés de l'armée française. Également une stèle qui a été érigée en hommage à l'émir Abdelkader, celui qui avait combattu la conquête coloniale française et qui avait été emprisonné au château d'Amboise à Paris. Eh bien, à Amboise, ce samedi, il y aura l'inauguration d'une stèle en mémoire disons, de l'émir Abdelkader. Ce qui a été accompli aussi, bien sûr, c'est l'ouverture des archives avec 15 ans d'avance. Ce qui est considérable, ce qui va nous permettre aux historiens de consulter les archives de sûreté, les archives de surveillance. Ce sont des archives très importantes pour naturellement comprendre et élucider les mécanismes de fabrication, bien sûr, de brutalisation des sociétés, notamment de la société algérienne, bien sûr. Il y a d'autres initiatives qui sont en gestation, en particulier la reconnaissance du massacre du 8 février 1962 à Charonne, à Paris, où des militants communistes en particulier ont été tués dans une manifestation à Paris. C'est un projet qui est en gestation. Également en gestation, la reconnaissance par la France, disons, de ce qui s'est fait après les accords d'Évian. Il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont été commises, mais aussi de reconnaître ces accords d'Évian par rapport aux appelés, c'est-à-dire les jeunes soldats français qui avaient été en Algérie. Les accords d'Évian du 19 mars 62 concernent 1,5 million de jeunes soldats français. Il faut savoir que la guerre d'Algérie en France concerne des millions de personnes, 1,5 million de soldats français, bien sûr, mais aussi les immigrés algériens en France, mais aussi les harkis, bien sûr, les pieds noirs, 1 million, près d'1 million qui ont quitté leur terre natale. Au total, aujourd'hui, entre 6 et 7 millions de personnes dans la société française sont concernées par cette histoire et cette mémoire de l'Algérie. Alors évidemment, je terminerai là-dessus, le grand problème, c'est celui de la réconciliation avec l'Algérie. C'est l'Algérie, pays indépendant, naturellement, État indépendant depuis 60 ans. Il y avait cette volonté, disons, de mettre en place une sorte de commission mixte, mais pour l'instant, du côté algérien, il n'y a pas eu, malheureusement, il n'y a pas eu, disons, d'établissement d'un rapport. Unfortunately, no report has recommended essais nucléaires, puisque la France a tiré, disons, 7 essais nucléaires dans le Sahara, et je ne perds pas espoir sur le fait qu'il puisse y avoir, c'est en gestation, une commission mixte franco-algérienne sur la question des réparations auprès des populations civiles, sur la question nucléaire. C'est une question naturellement très importante. Non plus, je ne perds pas espoir, des contacts ont été établis sur la question des cimetières européens. En Algérie, il y en a beaucoup, bien sûr, et là, il y a aussi tant de choses à faire pour entretenir naturellement ces lieux de mémoire extrêmement importants pour les Européens, bien sûr, mais aussi pour les Algériens. Car la mémoire algérienne, c'est aussi la mémoire des Européens et des Juifs d'Algérie, qui sont enterrés sur cette terre et qui étaient là depuis des siècles. Donc, il est évident que ce sont des questions très importantes. Sur ces questions-là, comme sur la question des disparus ou la question des archives, etc., il y a des contacts qui ont été pris sur l'ensemble de ces questions-là, et je ne perds pas, disons, espoir, mais il faut constater qu'en l'espace d'un an, ont été accomplis un certain nombre de gestes en France, beaucoup plus que ce qui a été fait pendant 60 ans. Alors évidemment, on pourra discuter sur la nécessité ou pas de faire un grand discours général d'excuses, de repentance, qu'on dirait aujourd'hui. Et j'ai réfléchi à cette question dans mon rapport. J'en parle dans mon rapport. Je dis pourquoi pas un discours d'excuses. Mais est-ce que face à un tel incendie mémoriel qui existe depuis 60 ans, un seul discours suffira à éteindre l'incendie? C'est la question que je pose dans mon rapport. Et j'ai répondu à cette question en disant non, on n'éteindra pas l'incendie. Il faut petit à petit faire un certain nombre de gestes pour reconnaître ce qui s'est passé, à travers la dépossession foncière, à travers les enlèvements, à travers les exactions qui ont été commises, à travers les tragédies, les massacres qui ont été accomplis. La question centrale maintenant, c'est d'avancer et de montrer aux jeunes générations, à travers des processus d'identification possibles, à des personnages, à des lieux, à des temps, à des temporalités historiques, là, effectivement, c'est un travail pédagogique et de travaux pratiques.
et non pas un travail simplement disons, où on se débarrasse par un seul discours idéologique de condamnation du colonialisme. Il y en a beaucoup qui ont déjà été prononcés, des discours de condamnation du colonialisme. Je ne vais pas ici tous les citer, il y en a un certain nombre. Je signale d'ailleurs, entre parenthèses, que nous avons aussi organisé un grand colloque à Paris où 34 universitaires ont pris la parole sur les figures d'opposition à la guerre d'Algérie et au colonialisme. Donc, ce colloque qui s'est tenu à l'Institut du monde arabe à Paris et à la Bibliothèque nationale de France, qui était un grand succès. Il y a plusieurs centaines de participants. Donc, je crois que c'est en travaillant sur l'accroissement du volume des connaissances, le fait de mettre en place des gestes pratiques pour, encore une fois, montrer aux jeunes générations, à la jeune génération, ce qui s'est réellement passé et qu'ils puissent s'y retrouver, disons, dans cette situation, bien sûr. Et dans cette situation-là, naturellement, je terminerai là-dessus, il y aura, bien sûr, d'autres gestes beaucoup plus importants dans une situation où, faut-il le rappeler, il n'y a pas eu, à propos de la guerre d'Algérie, la possibilité de juger les responsables. La question de la justice transitionnelle dont on parle tant au plan international, en France, il y a 4 lois d'amnistie qui interdisent toute possibilité de jugement des exactions commises pendant la guerre d'Algérie. Donc vous voyez la difficulté qu'il y a à cheminer, disons, dans cette histoire, en reconnaissant les responsabilités des uns et des autres et naturellement, en développant le volume de connaissances historiques, donc de former un certain nombre d'enseignants dans les jeunes générations et en tenant compte du fait, bien sûr, qu'une nouvelle grande génération de chercheurs travaille maintenant. En France, il y a plusieurs centaines, oui, de chercheurs, d'universitaires, de doctorants qui travaillent sur la question coloniale et la question de la guerre d'Algérie. C'est considérable. C'est un pas en avant énorme par rapport à la période que j'avais vécue dans les années 70-80. Nous étions une poignée, disons, d'universitaires, des intellectuels français. Là, c'est fini. Nous sommes sortis maintenant en France de l'oubli, mais pour, disons, cheminer sur un chemin peut-être encore plus périlleux que la question de l'oubli, qui est celui de la guerre des mémoires, où chacun s'attribue, disons, sa version, ses mérites, et refuse de reconnaître ses torts par rapport à ce qui s'est déroulé, dans la tragédie qui s'est déroulée. Donc nous sommes dans un chemin, dans une route très périlleuse, et c'est sur cette route très périlleuse que je me suis engagé avec d'autres dans une commission qui s'appelle la commission Mémoire et Vérité, dont fait partie Laetitia Bucaille, qui est ici avec nous ce soir, et qui, je pense, prendra aussi la parole et répondra à un certain nombre de questions, puisque moi, malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous après 19h heure française. Dans cette commission, il y a une quinzaine de membres, donc d'universitaires principalement, et qui vont poursuivre, disons, tout ce travail qui a commencé maintenant depuis 1 an. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Benjamin Stora, pour ce riche état des lieux. Pour la deuxième portion de nos échanges, nous entendrons effectivement Laetitia Bucaille, dont à laquelle on a fait référence, de même que Raymond Frogner et Alexandre Bacon. Laissez-moi vous les présenter dans l'ordre. Laetitia Bucaille, elle est politiste et occupe le poste de vice-présidente à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO. Elle est aussi l'autrice du livre « Le pardon et la rancœur, Algérie-France, Afrique du Sud. Peut-on enterrer la guerre ?» Elle est membre de la commission Mémoire et Vérité qui a été créée dans le cadre de la commission du rapport Stora, on vient de l'indiquer, et chargée d'impulser des initiatives d'actes mémoriels entre l'Algérie et la France. Puis, nous aurons Raymond Frogner, directeur des archives au Centre national de la vérité et de la réconciliation, qui est basé à Winnipeg. Il est le conseiller spécial aux affaires autochtones pour le Conseil canadien des archives. Et les premières responsabilités du Centre sont de voir à la préservation, à la diffusion des documents ayant une valeur identitaire historique pour les peuples autochtones au pays. Et puis, nous entendrons Alexandre Bacon. Alexandre est natif de la communauté Innu de Mastoyache, formé en administration publique. Il s'intéresse particulièrement aux questions liées à la gouvernance autochtone et à l'autonomie politique. M. Bacon œuvre au rapprochement entre les peuples, entre autres, par le truchement d'événements de sensibilisation. Les questions auxquelles les panélistes sont invités à se prononcer sont les suivantes. Comment opérer un changement profond de la société et imaginer des actions porteuses en vue d'apaiser les mémoires? Quelles leçons peut-on tirer d'autres expériences? Ici, Mme Bucaille a un travail où elle peut nous amener sur des pistes intéressantes. À titre d'exemple, l'Afrique du Sud. On peut penser à la Nouvelle-Zélande, le cas des Maoris, l'Australie, les pays scandinaves.
Je pense que chacun de ces pays a des enseignements pour la France et le Canada. Quels outils développer pour réussir l'apaisement des mémoires? Quels effets attend-on de la réconciliation? Pour quelles retombées? Comment penser l'avenir de nos pays? En bref, comment opérer la décolonisation? Nous disposons d'environ 15 minutes. Je pourrais naturellement être un peu plus généreux, ayant été inspiré par Maître Dupuis tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de faire le meilleur état des lieux possible, de poser des questions qui sont directes, qui sont franches, avec les réponses les plus franches possibles. Alors, Laetitia Bucaille, vous avez la parole. Bonsoir, merci beaucoup Monsieur Gagnon pour cette introduction. Merci à l'ambassade du Canada pour cette invitation. Je suis ravie de dialoguer avec vous ce soir. Je me permets une petite parenthèse puisque son Excellence gouverneur du Canada a parlé en inuktitut. Je voudrais dire que l'INALCO est la seule institution au monde qui donne des cours d'inuktitut et nous avons d'ailleurs le plaisir d'enseigner à des médecins canadiens. Bien sûr, ce sont des cours à distance qui apprennent l'inuktitut chez nous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir à l'INALCO pour poursuivre cet apprentissage. Alors, pour la question des différentes expériences et de ce qu'on peut en tirer. Alors, bien sûr, la comparaison est extrêmement intéressante et peut nous donner des pistes. En même temps, il y a aussi des différences très importantes, c'est-à-dire que le cas franco-algérien que l'on compare aujourd'hui au cas canadien présente maintes différences, mais il y en a une qui est très saillante et qui explique bien des cheminements et qui explique que les nécessités ne sont pas les mêmes ici ou là, au Canada ou en France. C'est que bien sûr, le conflit et la fin de la colonisation de l'Algérie s'est soldée par une séparation entre la France et l'Algérie. L'Algérie est devenue un État indépendant et les Européens qui avaient la nationalité française, qui étaient installés en Algérie, sont en très, très grande majorité venus s'installer en France en 1962. Donc, par rapport à l'Afrique du Sud ou par rapport aux Canadiens, il n'y a pas ce vivre ensemble aujourd'hui, quoique, en tout cas, il y a deux États qui ont un destin parallèle et qui ont pu mettre les choses entre parenthèses, qui n'avaient pas absolument d'urgence, de nécessité, de cohabitation. Voilà, on pouvait garder ces distances. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, comme l'a rappelé Benjamin Stora, bien sûr, en France, il y a beaucoup d'individus qui sont concernés par ce passé algérien et il y a une communauté issue de l'immigration algérienne qui est importante. Donc, bien sûr, ces personnes qui sont souvent aussi des citoyens français portent ce passé algérien tout en étant en France. Donc, il y a bien un enjeu de réconciliation en France autour du passé algérien, de la guerre d'Algérie et de la colonisation en Algérie, mais qui est effectivement à différencier de la question de la réconciliation entre la France et l'Algérie. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes processus, ce ne sont pas les mêmes, règles qui s'appliquent dans un cas en interne, à l'intérieur d'une nation ou entre deux États qui, voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux diplomatiques, des enjeux de puissance, des enjeux d'intérêt. Voilà, donc on ne peut pas évidemment traiter ces questions absolument de la même façon. Cela dit, malgré bien sûr ces différences, on peut bien sûr mettre les cas en perspective et essayer de voir ce qui est intéressant pour réfléchir au cas auquel on s'intéresse. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler justement sur l'Afrique du Sud, je me suis intéressée en fait
à des individus qui avaient été touchés particulièrement par le conflit, puisque je me suis intéressée aux anciens combattants, d'un côté les anciens combattants de l'ANC, de l'autre côté de l'autre côté les policiers ou les militaires qui avaient servi sous l'apartheid et donc qui s'étaient affrontés les uns les autres. Et du côté algérien, je me suis intéressée d'un côté aux militants du FLN, aux combattants du FLN, et de l'autre côté aux activistes de l'OS, l'organisation armée secrète, hein, qui s'est constituée en 1961, donc dans la dernière phase de la guerre d'Algérie, pour s'opposer à l'indépendance de l'Algérie et qui rassemblait essentiellement des Européens d'Algérie, mais aussi quelques militaires de l'armée française. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai écouté les uns et les autres, c'est que en Afrique du Sud, j'avais souvent un discours assez apaisé, politiquement correct, où les gens parlaient de pardon, parlaient de réconciliation, parlaient de la nouvelle nation sud-africaine. Et puis, quand je m'adressais aux protagonistes du conflit franco-algérien, j'avais souvent des discours très passionnés. J'avais l'impression que la guerre avait été terminée 3 mois plus tôt, hein, alors que bien sûr le conflit franco-algérien est beaucoup plus ancien. Et c'était frappant hein, de voir cet écart. Je dirais que un des moteurs de ma recherche, c'était justement de travailler un peu sur cette énigme. Une des énigmes était notamment celle-là, cette espèce de passion franco-algérienne, bien qu'on soit temporellement écarté du conflit, loin du conflit, et ce relatif apaisement du côté sud-africain, alors qu'on était quand même assez proche de la fin de l'apartheid. On était plutôt autour de 10-15 ans quand je travaillais sur cette question. Eh bien sûr, hein, une des grandes différences, hein, outre le fait que les Sud-Africains ont continué à vivre ensemble, alors que ce n'est pas tout à fait le cas des Français et des Algériens, des grandes différences, c'était la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis, je dirais, c'est bien là quand même essentiel, qui a permis ce travail de reconnaissance. C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé la violence ont témoigné individuellement pour évoquer ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont admis, hein, en quelque sorte, c'est bien là le sens de la reconnaissance, ils ont admis le mal infligé à leur interlocuteur, leur adversaire, leur ancien adversaire, et ils ont raconté eux-mêmes les tortures qu'ils avaient pratiquées ou les meurtres qu'ils avaient pratiqués à l'encontre de l'adversaire. Et je précise aussi, c'est très important, alors là, ça ne pourrait pas être le cas dans le cas canadien, mais les deux parties ont témoigné. Les deux parties, les protagonistes devaient déposer une amnistie pour chaque crime, pour chaque violation des droits de l'homme qu'ils avaient commise, en leur nom propre. Et c'est non seulement les forces qui ont servi sous l'apartheid qui ont déposé des amnisties, mais c'est aussi les membres de l'ANC qui, pour des faits de violence, ont déposé une amnistie. Ce qui a causé bien des remous, bien sûr, parce que c'était compliqué de mettre sur le même plan les crimes des forces de l'apartheid avec les attaques commises par l'ANC. Mais le principe a été tenu, c'était qu'une violation des droits de l'homme, c'était une violation des droits de l'homme, et que tout le monde, s'il voulait obtenir l'amnistie, devait jouer le jeu de ces témoignages et dire la vérité, admettre ce qui avait été fait. C'est là bien l'essentiel hein, du parcours de reconnaissance, admettre le mal infligé et éventuellement reconnaître aussi ses torts. Et alors, je dirais que un des effets très puissants de cette commission Vérité et Réconciliation, qui n'a pas que des atouts, qui n'a pas que produit des effets positifs, bien sûr, mais un des grands atouts, c'est que je dirais qu'en Afrique du Sud, le déni est très faible. C'est-à-dire que les Sud-Africains, blancs, noirs,
admettent que leur camp a utilisé la violence. C'est-à-dire que, et ça c'est une grande différence avec la situation franco-algérienne. Bon, le temps a fait son œuvre, bien sûr, mais il existe encore des militaires français qui sont extrêmement réticents à parler de torture pratiquée par l'armée française en Algérie. Hein, il existe encore des camps en France qui sont voilà, très hostiles au fait que l'on parle de ça. En Afrique du Sud, étant donné que ce sont les policiers eux-mêmes qui sont venus raconter par le détail les meurtres ou les tortures qu'ils infligeaient aux militants de l'ANC, par exemple, qu'ils avaient capturés, tout le monde sait. Tout le monde admet, tout le monde reconnaît. Donc, il n'y a pas de déni. Et ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne qui est blessée une fois parce qu'elle a été maltraitée, torturée, parce qu'elle a perdu ses proches, est blessée une deuxième fois quand on ne l'entend pas, quand on ne comprend pas, quand tous les autres témoins, descendants, acteurs qui ont pris part aux exactions ne sont pas capables de dire oui, c'est vrai, je vous ai fait souffrir, nous vous avons fait souffrir, ils vous ont fait souffrir. Voilà, ça c'est une des clés quand même essentielles. Et bien, malgré les efforts entrepris en France, je dirais que voilà, le déni existe encore. Et du côté algérien, il y a une grande réticence à avoir un regard critique sur les actions du FLN. Parce que la position algérienne dominante, c'est de dire que la violence essentielle, c'était la violence de l'État colonial, ce qui est bien sûr exact, et que, en comparaison, la violence commise par les indépendantistes algériens est négligeable et qu'il ne s'agit pas d'avoir un retour critique dessus. En Afrique du Sud, il y a eu un retour critique de l'ANC sur ces actions. Hein. Et ça aussi, ça a permis quand même aux Sud-Africains de se reconnaître à travers ce rejet de la violence. C'est-à-dire que ce qui est partagé aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est une condamnation relativement unanime de la violence. Alors que dans le conflit franco-algérien, les protagonistes qui ont participé ne rejettent pas forcément la violence aujourd'hui. Hein. Ils estiment que cette violence était légitime pour beaucoup. Donc voilà une des grandes différences. Peut-être que ce qui est moins positif concernant la commission Vérité et Réconciliation, c'est que une des figures aussi qui a permis aux Sud-Africains de se retrouver, c'est la figure de la victime. Et donc, disons, pour parler très schématiquement, les Noirs ou les militants des mouvements de libération nationale qui ont été opprimés pouvaient prétendre au statut de victime, mais le traitement durant la commission Vérité et Réconciliation a fait aussi que Desmond Tutu, qui est décédé récemment, hein, a en fait été dans le sens d'une reconnaissance de la figure à victime, y compris chez les bourreaux. C'est-à-dire que le discours de l'ANC, c'était de dire, nous, l'ANC, on délivre les Noirs de l'apartheid, on libère les Noirs de l'apartheid, mais on libère aussi les Blancs de l'apartheid. On vous libère de vos chaînes de la peur. C'est nous qui venons vous libérer. Et le discours de l'ANC et la manière dont Desmond Tutu l'a prolongé, c'est finalement de considérer que ces fonctionnaires du régime, ces policiers, ces militaires, etc., qui étaient au service du régime d'apartheid, étaient eux-mêmes des produits endoctrinés de ce système et finalement étaient eux aussi des victimes et étaient des victimes en infligeant la violence à l'autre. Ce qui fait que
bon, c'est quand même, d'un point de vue moral, hein, c'est extrêmement compliqué de mettre tous les individus là dans la même catégorie de victimes. Moralement, éthiquement, c'est tout à fait problématique. Mais je dirais que quand même, ça a permis aussi hein, cette relatif consensus en Afrique du Sud autour de cette question-là, autour de cette figure. Cela dit, attention, hein, la commission Vérité et Réconciliation a beaucoup apporté, mais elle n'a pas tout résolu et on sait qu'il y a des tensions très fortes sociales et raciales aujourd'hui encore en Afrique du Sud parce que les grands écarts socio-économiques n'ont pas été résolus. Et ça, je crois qu'effectivement, on ne peut pas penser que le rapprochement va être complet, que la réconciliation va vraiment aboutir si on ne résout pas aussi la question des écarts socio-économiques. Ça, c'est peut-être aussi une piste vraiment à intégrer enfin, pour l'expérience canadienne. Là-dessus, je dois vous remercier D'accord. pour passer aux deux prochains intervenants. Merci pour cette piste-là en particulier aussi. Ça nous permet de faire le pont avec le Canada. Ce sera maintenant M. Faulkner qui aura la parole. M. Faulkner. Tansei, Raymond Faulkner, Nitigason, Notari Oscar, Ego, Nigari Doris, Netatoskan, Centre national pour la vérité et la réconciliation. Bonjour, je suis Raymond Faulkner, je suis le directeur de le Centre national pour la vérité et la réconciliation. Je vous parle aujourd'hui des terres d'origine des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires. Nous reconnaissons les blessures et les erreurs du passé et nous nous engageons à avancer en partenariat avec la communauté autochtone dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Je sais qu'on a une pénurie de temps, bon, donc je vais couper un petit peu mon texte. Je pense qu'en réponse aux questions, les différences de colonialisme entre la France et le Canada, c'est l'idée fondamentale du colonialisme du Canada, c'est de transformer la terre en propriété, et plus précisément la propriété au sens de la common law anglais. Pendant la première période de contact entre la communauté autochtone et les impérialistes, à savoir les explorateurs et les missionnaires, la nature des relations était caractérisée par un sens de respect. Il y avait des cérémonies autochtones, des accords comme la proclamation royale de 1763 qui reconnaissent la souveraineté autochtone culturelle et identitaire. The Royal Proclamation of 1763, which recognized Aboriginal sovereignty and culture. Pendant cette période, on a vu le phénomène colonial des créations des communautés européennes. La dépossession à la fois de la culture et de la terre est devenue la première caractéristique des relations entre les nouveaux arrivants et les sociétés autochtones. C'est pendant cette période qu'on a vu le début des pensionnats spécifiques aux autochtones. Comme dit le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, pendant la majeure partie de son existence, le système des pensionnats au Canada destinés aux enfants autochtones était un système d'éducation en apparence seulement. Les pensionnats avaient pour but de séparer les enfants autochtones de leur famille afin de limiter et d'affaiblir les liens familiaux et culturels et d'endoctriner les enfants pour qu'ils adhèrent à une nouvelle culture, à savoir la culture dominante sur le plan juridique de la société canadienne euro-chrétienne. Ces écoles ont exercé leurs activités pendant plus de 100 ans, de sorte que plusieurs générations successives d'enfants des mêmes collectivités et familles ont eu à les fréquenter. L'histoire du Canada est demeurée silencieuse à ce sujet jusqu'à ce que les survivants du système trouvent la force, le courage et l'appui nécessaires pour raconter leurs histoires dans le millier de procès qui ont ultimement mené à la création du plus grand record collectif de l'histoire du pays. Au cours du dernier quart du XXe siècle, une identité autochtone recherchante, des évolutions au common law et des droits de la personne ont donné lieu à un mouvement visant à aborder l'expérience coloniale autochtone au Canada. Cela s'est exprimé sur la scène internationale avec la reconnaissance par les Nations unies de la Déclaration des droits des peuples autochtones. À l'échelle nationale, cette nouvelle perspective a d'abord été exprimée dans la Commission royale sur les peuples autochtones de 1997 et en 2007 dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.
Aujourd'hui, le Canada vit une période profonde de changement, alors que le Centre national pour la vérité et la réconciliation continue de soutenir la compréhension de cette histoire méconnue du Canada. Les institutions de mémoire collective nationale sont invitées à réévaluer des idées fondamentales telles que la propriété, la nation, l'identité, la communauté et l'appartenance. La restitution de sombres passés coloniaux du Canada est un bien public. Si jamais nous pouvons créer une société fondée sur la valeur de la dignité humaine, du respect mutuel et des droits de l'homme, cela doit commencer par une reconnaissance claire de ce qui a été fait dans le passé. Parce que nous sommes ce dont nous choisissons de nous souvenir, mais nous sommes aussi ce que nous choisissons d'oublier. Merci beaucoup. Thank you, Kinanas Kometinawal. Merci beaucoup, M. Fragner. Maintenant, Alexandre Bacon. Oui, Kasino Nimishta Nimben Netanohute Tchekahagat. Alors, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation et salutations toutes chaleureuses à mes autres panélistes ainsi qu'à la gouverneure générale. Sujet, bien sûr, qui compose un réel défi, surtout lorsqu'on a aussi peu de minutes pour le couvrir. Je pense que les autres intervenants aujourd'hui vraiment ont réussi haut la main à couvrir ces enjeux, alors sans tomber en restant pertinent. Et tous ne s'entendent pas, bien sûr, sur ce que l'on entend lorsqu'on parle de la réconciliation. Alors, de quoi parle-t-on juste? Et quels sont les objectifs réels que nous devrions viser lorsqu'on entame un processus national de réconciliation? Et même chez les Premières Nations et les Inuits, tous ne s'entendent pas non plus à savoir la façon dont ils devraient être mis en œuvre. Alors, on a donc cette immense diversité qui est là. Certains préféreraient, au lieu de réconciliation, que nous parlions davantage de réparation. Certains autres parlent de restitution et bien sûr, justement, les enjeux territoriaux sont souvent au cœur de toute la démarche coloniale et comme l'a très bien souligné M. Fragner, il y a eu une espèce de point de bascule au 19e siècle dans les relations entre les peuples autochtones et les autorités coloniales. Jusqu'alors, on peut parler dans une certaine mesure de relations d'alliance à la fois économiques et militaires. Bien sûr, il y aurait beaucoup de nuances à apporter au premier siècle de la colonisation, mais chose certaine, au 19e siècle, il y a ce point de bascule et la loi sur les Indiens, qui encore aujourd'hui est en vigueur, et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle s'appelle encore la loi sur les Indiens, bien qu'elle ne concerne bien sûr en aucun cas les Indiens de l'Inde. Mais il n'est pas simple de modifier la loi sur les Indiens. On aura possiblement l'occasion d'y revenir à d'autres moments. Mais la loi sur les Indiens, sa première version, qui s'intitulait l'Acte des Sauvages en 1876, était en quelque sorte une sorte de consolidation législative de différentes lois qui avaient déjà été adoptées, notamment celle de 1857, qui s'intitule l'Acte pour la civilisation graduelle des tribus sauvages. Bon, ça a l'avantage d'être clair comme titre, on voit de quoi on parle. Et effectivement, il s'agissait pour les autorités coloniales de l'époque, puis celles du Canada à partir de 1867, de faire disparaître les peuples autochtones, les faire disparaître notamment sur le plan culturel, et ça a été mentionné très éloquemment tout à l'heure au sujet des pensionnats autochtones, par la façon dont on a cherché à couper ces liens culturels, familiaux des enfants avec leur famille. Et c'est un aspect très sombre de l'histoire canadienne qui, dans une idée de réconciliation, je pense, exige même d'être mis en lumière, non seulement, bien sûr, à travers les discours des différents leaderships, mais aussi dans les écoles. Parce que force est d'admettre que quand on se penche sur le contenu des cursus scolaires des jeunes Canadiens, ou même encore jusqu'à assez récemment, puis même encore à ce jour, il manque, à mon avis,
des outils pour que les citoyens des prochaines générations puissent mieux comprendre les enjeux réels de la réconciliation. Alors, à mon avis, ça, c'est un enjeu majeur, non seulement donc chez les citoyens canadiens, mais même chez les Premières Nations et les Inuits. L'éducation, à mon avis, aussi est un élément majeur, non seulement en termes de financement, mais aussi en termes de contenu. Parce qu'à mon avis, la réconciliation aussi exige non seulement de respecter la diversité qui est très grande au Canada, ça a été évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, entre 60 et 70 langues différentes au Canada, donc non seulement qui méritent d'être protégées, mais d'être mises en valeur. Alors, comment justement faire en sorte que cette diversité ne soit pas un obstacle au bon développement, mais au contraire, un levier pour que nous puissions mieux aller de l'avant, mieux vivre ensemble, inventer un Canada auquel, justement, l'intelligence collective est au service de l'avenir de ses concitoyens. Alors, dans les dernières décennies, on a vu beaucoup d'efforts quand même se déployer à travers différentes commissions, les gouvernements à la fois sur le plan législatif, sur le plan exécutif et encore même à travers les tribunaux, on a vu des efforts assez considérables se déployer pour prendre en compte les intérêts autochtones. Évidemment, il s'agit, comme le mentionnait Maître Dupuis tout à l'heure, d'un exercice extrêmement complexe qui parfois vient se buter à l'intérêt général. De quelle façon, par exemple, peut-on faire en sorte que les peuples autochtones aient leur mot à dire, participent davantage au processus décisionnel par différents mécanismes décisionnels, par exemple dans la cogestion des territoires? De quelle façon peut-on permettre à ces communautés, à ces nations, d'entrer dans un processus d'autodétermination, d'autonomie gouvernementale, parce qu'il apparaît évident que c'est souvent la meilleure façon de permettre à ces communautés de sortir d'un certain marasme. Certaines communautés vont très bien. Rappelons-nous qu'il existe 650 quelques communautés autochtones au Canada et qu'il est impossible à l'intérieur d'une seule phrase de dresser un portrait juste des réalités qui sont celles de l'ensemble de ces communautés. Également, il faut rappeler qu'une proportion importante de ces Autochtones vivent maintenant à l'extérieur de ces territoires de réserve, dans les différents milieux urbains, et qu'encore là, la réalité va varier énormément d'un océan à l'autre. Et enfin, peut-être, j'aimerais prendre au bon également un des tout derniers commentaires qui a été mentionné, à savoir refermer les écarts socio-économiques des Premières Nations. Écoutez, on en aurait facilement pour plusieurs autres minutes à simplement énumérer l'ensemble des enjeux dans le domaine de la santé, des services sociaux, dans le domaine du logement. Alors, des besoins majeurs qui sont là. Et pour terminer, à mon avis, tout ce processus de réconciliation est loin de ne se faire qu'au bénéfice des Premières Nations, des Inuits, des peuples autochtones au sens général. Et à mon avis, ça, c'est un point majeur. L'ensemble des populations occupant un territoire peuvent et doivent tirer bénéfice de ces échanges. Alors, à mon avis, les peuples autochtones peuvent clairement contribuer à résoudre un certain nombre de problématiques, non seulement que rencontre le pays, mais que nous rencontrons à titre d'humanité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Bacon. Comme je vous l'avais indiqué plus tôt, nous accueillons aussi deux témoins de la nouvelle génération, Jenna Robart et Nabil Jarfi. Ce sont de jeunes témoins qui nourrissent de grands espoirs. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Jenna Robart. Elle est de la communauté Mi'kmaq de la région de Halifax. En tant qu'ambassadrice de l'espoir auprès de l'organisation canadienne We Matter, nous comptons, vous avez parcouru le Canada pour discuter avec les membres de la jeunesse autochtone et dans le sillon des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, votre contribution au rapprochement entre les membres des premiers peuples et les membres de la société canadienne a été très inspirant.
Merci d'être avec nous pour partager vos vues. Et puis après, nous entendrons Nabil Jarfi, petit-fils de Arki. Vous étudiez les sciences politiques à l'Université de Genève, si je comprends bien, et vous participez depuis l'été 2021 au groupe des 15. Plus précisément, votre groupe est formé de 15 jeunes entre 18 et 35 ans qui suivaient la mise en œuvre du rapport Stora sur les questions mémorielles. Alors, il sera très intéressant de vous entendre. À vous deux, quels sont aujourd'hui vos espoirs, vos craintes? Quel message souhaitez-vous partager pour que puisse advenir ce futur partagé justement et plus juste que vous exprimez dans vos propres témoignages? Nous disposons d'une dizaine de minutes. Madame Robart. Merci et bonsoir. Je vais continuer en anglais ce soir. So thank you so much for having me and being open to this very important discussion today. When I was in school in small town Nova Scotia, out of 13 years of education there, what I learned about Indigenous peoples or natives was that there are three kinds of natives: First Nation, Métis, and Inuit. And I also learned that Canada's history began with contact, with colonization. That's it. I'm 25 years old, and I know that things have changed some, more so in the larger cities, in regards to furthering education about Indigenous peoples and the full history of what's known as Canada. I think of how surprised my former classmates were when the first remains of Indigenous children were uncovered in Kamloops, British Columbia. The first residential school opened in the 1880s in what was known as New France, now Ontario, and the last closed in 1996, the year that I was born, 25 years ago. I wanted to ask those who are listening, where were you when you heard about the 215 children who were uncovered? And if I may update folks on the current number of uncovered Indigenous children to date is 7,403. Over the past 5 years of working with Indigenous youth and newcomer youth, I can say that newcomers are not receiving the proper education about Indigenous peoples in Canada. Their Welcome to Canada packages and Discover Canada handbooks reflect as much as what I've learned in school about Indigenous peoples when I was growing up. As we know from George Santayana's famous quote, if we do not learn from our past mistakes, then we are bound to repeat them, meaning the strategic truth before reconciliation. Indigenous life, cultures, and history existed as Canadian history before Canada was even born. Indigenous peoples from all over the world visited us on what we call Turtle Island or North America before colonizers and settlers arrived. Indigenous history has shaped life for Canada, Canadians old and new today. Canada is seen as a country of admiration from nations across the world for our values of freedom, equality, respect for different cultures, and peace, just to name a few. In reality, this country is one with a dark history that includes deliberate acts of genocide. And because of this, the basic human rights of Indigenous peoples are still recovering today. To make this more personal for our purposes today, when I was personally looking into my Acadien roots, my Mi'kmaq roots, I found the year that one of my grandfathers, Francois, who was Acadien, married his wife, a Mi'kmaq, an Innu woman. The church records stated that Francois married une sauvage, a savage, and that they had 7 savage children. Their names were completely omitted from the records, distorting my family's and many others' identities for generations. Out of the atrocities that we've heard today, the biggest injustice that we still face in what's known as Canada today is education. Education about the true history of Canada's acts of genocide to Canadian students in school, to newcomers to Canada, and to those who haven't learned about this in school like me, who are now police officers, healthcare workers, policymakers, educators, and more. Lack of education leads to gross misinformation and racism, which leads to some Indigenous folks in Canada still not having clean water, the abduction and the murder of Indigenous relations, and the lack of access
to healthcare. Yes, we need wealth building opportunities. We need to address racial disparities in education, healthcare, the justice system, home and business ownership, but that's not possible without all of us working together. We can't walk with one foot on the path to reconciliation. Angela Davis said that in a racist society, it's not enough to be non-racist. We must be anti-racist. In a colonized society, it's not enough to be aware of reconciliation. We must do the work to decolonize. That's why the need for education is so important. We need to know what we're working towards. Canadians and the whole world needs to know the truth in truth and reconciliation. Canada's exploited educational system was instruments in genocide of Indigenous peoples. It's because of this that decolonized, accurate education about these acts of genocides become instrumental on the path to reconciliation. When all is said and done here today, I hope that when you're back with your loved ones, that you reflect on the topics that were discussed today, and I hope that you continue the conversation and then turn your words into actions. When we approach a mountain, we could look up at it and say it's too big, or we could keep climbing and get closer to the goal. Every one of us has a role in this climb. If we're not aware and working towards the greater goal of reconciliation, then we're contributing to the oppression. Much of the progress that we've seen comes from those who spoke out about these issues. They've organized and mobilized their thoughts and actions, which led to policy change and funding. This isn't about finding solutions, but how do we scale the solutions given by Indigenous peoples and take the next step up this mountain? It's through education. Justice delayed is justice denied. And where it's been denied the most is in our educational systems. Please continue to take steps forward, rest when you get tired, and keep encouraging others to do this work. We need you all out here. Walalio, thank you all. Thank you very much, Jenna Robert, very appreciated. On va maintenant entendre Nabil Jarfi, qui va nous parler de son groupe, de leurs témoignages qu'ils ont rassemblés sur leur plateforme. Alors, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci à tous les intervenants passés avant moi. Merci également à Jenna d'avoir si bien résumé et aussi lyriquement que possible une situation d'une telle gravité. C'est important d'avoir ces témoignages aussi, ces témoignages de petits-enfants, d'enfants. Il faut systématiquement se les rappeler pour construire justement votre, pour le coup, roman national. Alors, moi, je suis un peu embêté parce que je connais très peu de choses sur la problématique canadienne et c'est un vrai plaisir justement d'entendre parler ici de cette question. On sent qu'il y a une émotion certaine et un rapport mémoriel assez profond, puissant et quand même très émotionnel. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que nous avons, sur la demande du président de la République et suite au fameux rapport Stora qui a été qui a été reçu en janvier 2021, nous avons donc mis en place des préconisations adressées directement à l'exécutif français pour essayer de sortir des choses pertinentes, des actions pertinentes à faire, à produire, pour arriver à cette réconciliation mémorielle. Alors, ce que je remarque, c'est que c'est un très très long chemin. C'est pas une promenade de santé non plus, et ça suppose plusieurs choses. Ça suppose d'abord, dans un premier temps, d'accepter d'être blessé, d'accepter d'entrer dans des considérations parfois contradictoires, d'accepter d'entendre des positions opposées aux siennes, et ça suppose énormément de choses. Ce qui est bien, c'est que la France, plus particulièrement d'ailleurs la 5e République française, vis-à-vis de l'Algérie, en fait, depuis l'indépendance et depuis les accords d'Évian, toute l'histoire de cette relation franco-algérienne a été une succession d'erreurs, d'approximations et de rendez-vous manqués.
Il serait donc bon de prendre la mesure de ces erreurs, le poids de ces erreurs, pour comprendre la portée réelle de ce que pourrait signifier aujourd'hui une réconciliation. Alors, je vous ai peut-être un peu condensé 5 points sur lesquels j'aimerais vraiment appuyer, qui sont la résultante actuelle de notre travail, entre guillemets, hein, de notre petit groupe de 15 descendants. Premièrement, il faut comprendre quelque chose d'important. Le rôle de l'État dans la médiation mémorielle. Alors, ça, c'est important parce qu'il y a une sorte de contradiction essentielle puisque l'État, à la base, est quand même juge et bourreau dans cette histoire. Il y a quand même un état de fait qui quand même pose problème, qui peut être problématique pour les personnes concernées. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui, auparavant, il y a 150 ans, nous colonisaient, nous tuaient, faisaient la guerre, etc., ces personnes-là, aujourd'hui, nous disent « on va faire la repentance ». Déjà, ça pose peut-être un petit problème et donc, il faut se sortir de ça. Donc, par le biais d'excuses, par le biais de reconnaissance, par le biais de demandes de pardon, qui doivent être clairs, audibles et qui doivent être présentés non comme, un état de fait imposé, mais comme une requête aux personnes concernées, on peut sortir de ce biais-là. Il faut d'abord donc que l'État reconnaisse. Ça, c'est la première des choses. C'est l'évidence même, mais ce n'est pas acquis partout et ce n'est pas acquis pour toutes les mémoires non plus. Ensuite, il y a le deuxième point sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est le pardon. En fait, c'est plus un chemin qu'un état dans lequel on arrive. Il faut que l'État soit d'accord, enfin, de discuter avec tous les acteurs de mémoriel, c'est-à-dire des plus virulents aux plus modérés. Ça, c'est une obligation parce que sinon, vous allez créer des poches de personnes assez virulentes et assez radicales qui ne seraient pas d'accord avec vous. Et quoi qu'il arrive, et qui diraient, bah, vous savez, nous, on n'est pas inclus dans votre système, dans votre problématique. Du coup, ça ne nous concerne pas la réconciliation. Alors qu'au contraire, c'est avec ces gens-là qu'il faut discuter. C'est avec les gens les plus virulents, c'est avec les indépendantistes, les descendants d'indépendantistes les plus virulents qu'il faut discuter. C'est avec les plus radicaux, c'est avec les plus entre guillemets dangereux. Et en France, et justement dans les relations franco-algériennes, on a eu toute une ribambelle, que ce soit à droite, à gauche, en blanc ou en noir. Il faut aussi comprendre quelque chose, et ça j'aime beaucoup à ce niveau-là, la phrase de Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est une vertu qu'il faut rappeler, parce qu'on parle, quand on va parler de pardon et de réconciliation, on va nécessairement pointer du doigt aussi la question de l'inclusivité. Et cette inclusivité, elle doit être totale. Ça peut paraître un peu facile à dire, mais sur 60 ans d'accords d'Évian, je vous assure que ça fait que très récemment qu'on intègre cette question de l'inclusivité. Il faut aussi comprendre que le droit comme moyen est important. C'est le troisième point que je voulais vraiment aussi sur lequel appuyer. Le droit, c'est important. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de droit. En fait, l'État doit, par l'action du droit, reconnaître par un accord, par un traité, par une loi peut-être, l'idée que l'État a sa part de responsabilité. Enfin, là, je vais plus peut-être m'adresser à Madame Laetitia Bucaille et Benjamin Stora sur cette question-là, c'est le passage de la mémoire à l'histoire. Ce travail, il est central effectivement dans la question de la réconciliation. On ne peut pas, et ça a été un problème aussi en France avec la question notamment des archives, l'accès à ces archives par les scientifiques, par les populations, par la question de la transmission également des mémoires, qui était très très compliquée pour la question franco-algérienne. Il faut nécessairement faire ce travail de passage de la mémoire à l'histoire, sinon on ne pourra jamais réellement s'en sortir en fait, et on aura toujours ces réminiscences qui reviendront dans le débat public. Enfin, et je pense, dernier point, je vais essayer vraiment d'être très court parce que j'ai cru comprendre que le temps était un peu compté, il faut dépasser les clivages partisans. Et c'est également un des problèmes qu'on a eu pendant 60 ans également en France, le fait qu'on puisse reléguer à la gauche française la question de l'identité algérienne, de l'intégration d'immigrés algériens en France. Ça, c'était problématique et c'est dangereux en fait parce que ça pousse sur l'autre bord politique à droite des gens qui seraient opposés par bipartisme presque bête et naïf à la question de l'intégration et de l'inclusivité.
Du coup, c'est sur ces 5 éléments-là que je souhaitais réellement rebondir et vous faire partager un peu notre méthodologie de travail, notre approche. Je suis ouvert, bien sûr, après à toutes les questions que vous pourriez jamais avoir à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jenna. Merci, Nabil, pour vos témoignages d'une très grande lucidité. Cela confirme qu'il importe d'assumer pleinement le passé et que cela doit passer par l'épreuve de la vérité. Il s'agit d'un passage qui me semble obligé. Il n'y a pas de façon de contourner cette obligation. Une partie du passé a pu certes nous échapper, mais l'avenir doit nous appartenir. Son Excellence, la très honorable Mary Simon, a exprimé d'emblée son vœu de faire de la réconciliation un mode de vie. Je trouve que ces paroles ont eu, en cette journée spéciale, un très bel écho dans nos échanges. On a entendu tout à l'heure Jenna qui nous a parlé d'éducation. Je la rejoins là-dessus. Je pense que c'est trois mots qui se ressemblent et qui ont le même objectif, c'est-à-dire essayer d'ouvrir les esprits. L'importance de pouvoir utiliser le droit aussi. On a entendu Maître Dupuis, on a entendu tout à l'heure Nabil aussi. Le droit devient un outil essentiel pour chercher à redresser les déséquilibres sociétaux. Il me reste de mon côté à remercier les gens. On arrive à la fin d'une séance qui a été riche, qui est importante et qui, on le souhaite, permettra d'avoir des collaborations entre nous, des collaborations qui commencent aujourd'hui. Alors d'abord, je remercie son Excellence, la très honorable Madame Mary Simon, gouverneure générale du Canada, qui a eu la gentillesse, la générosité de prendre part à nos échanges. Merci aussi à Madame Amy Baker, qui est avec nous, chargée d'affaires de l'ambassade du Canada à Paris, pour avoir appuyé le présent projet de sensibilisation aux besoins de réconciliation des mémoires et des peuples. Merci à tous nos panélistes, la sénatrice Renée Dupuis, le professeur Benjamin Stora, Madame Laetitia Bucaille, Monsieur Raymond Frogner, Monsieur Alexandre Bacon, Madame Jenna Robart et Monsieur Nabil Jarfi et la sénatrice Renée Dupuis. Merci, c'était un bel événement. Il y avait longtemps qu'on s'était vus, donc je l'apprécie d'autant plus. Merci à ceux et à celles qui ont suivi ce webinaire, de même qu'aux traducteurs et aux traductrices pour leur dévouement. Fort apprécié. On oublie trop souvent nos traducteurs, traductrices. Merci pour ce travail toujours très apprécié. En fait, je m'en voudrais de ne pas mentionner le travail essentiel de coordination par Mme Hélène Alachaf, attachée aux affaires politiques à l'ambassade du Canada à Paris. Et là-dessus, de Montréal, au revoir, Yamé. J'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous directement et de collaborer sur des projets dans un avenir proche. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Portez-vous bien. Hélène. Merci, merci.